Bonjour à tous, rebonjour. Pour certains, bienvenue donc pour ce forum. Je commence donc avec Valérie Lassec. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directrice générale de Bordeaux Euratlantique, qui est l'établissement public en charge de l'aménagement d'une des plus vastes opérations d'aménagement de France, avec plus de 700 hectares concernés et 3 communes. Vous allez peut-être pour commencer, nous éclairer sur ce qu'est le rôle d'un aménageur, parce que tout le monde ne le sait pas. Un aménageur, donc l'aménageur que vous êtes, dans ce paysage métropolitain et dans le cadre donc du renouvellement urbain des deux rives de la Garonne, qui a pour ambition, et évidemment on se connecte avec notre sujet du jour, d'accompagner le développement de la métropole en lien avec les enjeux de villes décarbonées, mais aussi de qualité de vie, de qualité de ville. Alors oui, j'ai le plaisir et la lourde responsabilité de mettre en œuvre cette opération d'intérêt national qui a été engagée il y a une dizaine d'années et qui a encore une dizaine d'années devant elle. Alors l'aménageur, le EPA Euratlantique, c'est d'abord un établissement partenarial qui a été construit autour de Bordeaux Métropole, des 3 villes concernées, Bordeaux, Bègles et Florac, et avec la région et le département comme partenaires, et évidemment l'État. Et donc c'est effectivement dans ce partenariat et pour agir sur ce territoire qu'on a été missionné dans le cadre de l'arrivée de la LJV et surtout de l'arrivée de nombreux habitants qui font le choix d'habiter dans le cœur de la métropole et qu'il faut accueillir dans les meilleures conditions possibles. Et donc le rôle de l'aménageur, c'est d'aménager et j'ai envie de dire plutôt de ménager les espaces pour que toutes les fonctions urbaines qui font le quotidien des habitants soient possibles. L'objectif stratégique du coup de cet établissement, vous avez mentionné le nombre d'hectares, il y en a 738. Il y a un tiers de ces hectares qui sont mutables, donc on ne va pas transformer 738 hectares. Par contre, on va ménager les espaces qui sont nécessaires pour accueillir 50 000 habitants en 20 ans, 30 000 emplois, sur ce secteur à travers des mètres carrés construits et des mètres carrés aménagés en espaces verts, en équipement public, en équipement scolaire, culturel, sportif, avec ces équilibres entre les bâtiments tertiaires qui sont destinés à accueillir des emplois et les logements qui sont destinés à accueillir tous les ménages. Et en fait, notre rôle sur Bordeaux Métropole, c'est de permettre à des habitants qui, aujourd'hui, n'ont pas le choix, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être logés à Bordeaux, au cœur de l'agglomération, d'accéder à des logements qui répondent à leurs besoins, que même quand c'est des ménages modestes, il faut pouvoir se loger à proximité des transports pour pouvoir justement décarboner finalement ce qui produit le maximum d'effets de serre, c'est la construction et les transports. Donc on agit sur ces 2 volets avec Bordeaux Métropole. Vous l'avez dit tout à l'heure, une opération qui a été engagée il y a 10 ans, il y a encore 10 années à venir, opération d'intérêt national. Quel bilan, premier bilan, point d'étape est-ce qu'on peut faire pour objectiver la situation ? Alors 10 ans après, on est à mi-parcours, donc on est sur cette trajectoire pour pouvoir permettre d'accueillir ces habitants, ces emplois. Et effectivement, on a aujourd'hui, il faut se souvenir de ce que c'était ce territoire avant l'intervention. Aujourd'hui, vous connaissez une forêt de grues et une intervention lourde des 2 côtés de la Garonne. On va livrer les premiers quartiers qui vont élargir finalement la carte mentale des Bordelais et qui va prolonger finalement au-delà des voies ferrées côté Belsier, au-delà de la Garonne, parce qu'effectivement il y a une rive droite à Bordeaux et il y a un territoire qui est en cours de reconquête de ce côté-là de la Garonne pour finir sur Bègles. Parce qu'en fait Bordeaux est plutôt, on va dire, derrière nous et vous êtes plus focus sur la rive droite. Alors aujourd'hui, on va livrer les premiers quartiers qui sont côté bordelais, avec Amédée Saint-Germain, Armagnac, le Jardin de l'Ars. Voilà, ces premiers quartiers qui vont être mis en vie parce que mettre en vie des quartiers, c'est se permettre d'accueillir les habitants dans de bonnes conditions, c'est ouvrir les commerces, c'est leur donner effectivement l'ensemble des aménités qu'on recherche quand on veut habiter en ville et qu'on veut y vivre bien. On veut rendre la ville aimable, enviable, justement pour que ce soit un choix
conscient et assumé, et pas une contrainte qu'on subit où effectivement on se sentirait mal en ville. Donc on a cette chance aujourd'hui, et pour les 18 mois qui viennent, d'inaugurer ces nouveaux quartiers, d'inviter du coup les Bordelais à s'y rendre, à découvrir ces quartiers, et du coup ce soir on vous invite à déambuler sur le nouveau pont de la Palombe qui va relier 2 quartiers du sud de Bordeaux et qui va permettre du coup d'ajouter cette liaison, de désenclaver des secteurs qui étaient des secteurs de friche, encore une fois. Donc des territoires qui étaient délaissés, qui ont été réinvestis, des sols aussi, des territoires qui ont été désartificialisés, désimperméabilisés. C'est difficile à dire, mais on y arrive. Et effectivement, on a travaillé sur des friches industrielles et ferroviaires. On a désamianté, démoli des bâtiments qui étaient dédiés à des sujets polluants. Et donc, on hérite de sols pollués. Ça coûte effectivement très très cher de réinvestir ce territoire, mais c'est nécessaire, et d'autant plus qu'il y a un déséquilibre et un manque crucial de verdure au sud de Bordeaux. Et donc, on crée 15 hectares d'espace vert dans la ZAC Saint-Jean-Belsier, donc à proximité immédiate de la gare, à travers des espaces verts qui, quartier par quartier, vont permettre de respirer, et un grand jardin qui, à terme, fera 8 hectares au sud de Bordeaux, qui s'appelle le Jardin de l'Ars, et dont on vient d'inaugurer la première tranche. Sur la faisabilité de cette ville de qualité, comment est-ce que vous envisagez la complémentarité avec le diffus ? Alors nous, on a effectivement en charge un territoire qui est un territoire historique, où on va recomposer la ville sur la ville, et on va du coup réinvestir ces fonciers qui sont maîtrisés par nous, et c'est le rôle de l'aménageur d'acquérir ces fonciers, de les céder dans les meilleures conditions possibles pour équilibrer ces opérations et nous permettre du coup de financer ces espaces verts entre autres et ces équipements publics. Ce sera nécessairement complémentaire avec le diffus et avec le déjà là, sur lequel on a besoin évidemment de décarboner et de rendre performants énergétiquement les bâtiments qui sont déjà construits. Effectivement, il y a 80% de la ville qui est déjà là et sur laquelle il faut pouvoir intervenir pour décarboner vraiment l'acte d'habiter quelque part. Est-ce que vous avez des doutes, des regrets, si c'était à refaire, le faire différemment? Quel est votre état d'esprit 10 ans après et avec encore 10 années à venir? Alors comme effectivement j'hérite d'une situation qui a 10 ans, d'abord tout ce qu'on va mettre en vie aujourd'hui, je le dois à mes prédécesseurs et à la constance finalement de l'ensemble de la gouvernance de l'EPA qui a toujours décidé à l'unanimité les engagements qu'on a pris. Donc des regrets personnels, non, mais des doutes, oui, toujours. Et je pense que c'est important de douter. Mais on a quand même une accélération notable sur les solutions. Et donc, si j'ai un regret, c'est sans doute de ne pas être à la hauteur des enjeux et de ne pas travailler assez vite pour être au rendez-vous des enjeux climatiques notamment. Mais par contre, aller plus vite et plus loin sur des éléments de preuve, c'est une nécessité. On a travaillé le bois. Et si j'ai un regret ou finalement des choses à améliorer, c'est au-delà de la volonté finalement de décarboner le bâtiment. Quand on fait un démonstrateur bois, ça marche, tout le monde s'en félicite. Donc on avait dès 2017 un magnifique bâtiment tertiaire en bois apparent, qui était une vraie réussite. Ensuite, on a travaillé un bâtiment en hauteur qui est une tour bois, mais dont le bois n'est plus apparent, puisqu'on a vraiment des difficultés à composer avec les services de sécurité incendie. Et l'ambition qu'on a et l'engagement qu'on a pris pour la filière bois, pour décarboner justement le bâtiment qui est quand même un gros émetteur, on a travaillé un quartier bois où on aura 16 bâtiments bois. On a un engagement de 150 000 m² bois qui permet de donner de la visibilité à la filière pour pouvoir massifier, du coup faire baisser les prix. C'est ça qui est de plus en plus difficile parce que on a, semble-t-il, un risque d'embrasement généralisé si on construit en bois. Or, c'est une des solutions. Donc il va falloir concilier quand même les exigences en termes de politique publique pour que l'une n'empêche pas l'autre de se réaliser. Et si on veut une ville zéro carbone, il faut que la doctrine de sécurité incendie, elle évolue aussi. Donc ça, c'est typiquement le genre de difficultés, on en parlait tout à l'heure, sur la difficulté administrative, en plus de toutes les difficultés économiques
qui sont forcément devant nous, et encore plus aujourd'hui avec des coûts de construction qui renchérissent les opérations. Et donc ces équilibres-là sont difficiles à atteindre. On le savait confusément sur le foncier, et donc nous qui travaillons sur des fonciers pollués, on sait que ça coûte plus cher que de travailler sur des beaux fonciers agricoles en périphérie des villes, mais c'est pas le choix qui a été fait, et c'est une nécessité que d'investir les villes et de les retravailler. Merci, merci Valérie, directrice générale de Bordeaux Euratlantique. Nous avons terminé cette séquence et je vais maintenant... Ah, bonjour madame. Attendez qu'on puisse bien vous entendre. Est-ce que vous voulez un micro ? Est-ce qu'il y a Merci infiniment pour votre remarque. Je vais laisser Valérie Lassec y répondre. Est-ce qu'il y a des concertations citoyennes qui sont faites régulièrement, et qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette manifestation d'inquiétude et de désapprobation du projet ? Alors, les chiffres sont têtus, malheureusement. Il y a 20 000 personnes qui arrivent sur le département de la Gironde par an. Il y en a 10 000 qui arrivent sur Bordeaux Métropole. Si nous n'intervenions pas dans le cadre d'une grande opération d'aménagement, ces habitants, ils arriveraient effectivement avec une organisation complètement déstructurée qui permettrait à des promoteurs finalement de faire monter les prix, de s'enrichir sur ceux qui ont les moyens. Et le choix qu'on a fait, c'est justement de travailler, de faire en sorte que non seulement l'ensemble des ménages qui le souhaitent puissent arriver dans de bonnes conditions, mais aussi qu'à travers un outil comme le nôtre, et un aménageur c'est fait pour ça, on puisse organiser, spatialiser, ménager les espaces justement pour avoir des équipements publics à la hauteur de l'arrivée des nouveaux habitants, leur donner des possibilités d'accéder à toutes ces aménités, quartier par quartier, qu'on recherche quand on veut vivre en ville. Et donc effectivement, ceux qui arrivent sur les quartiers de Bordeaux Atlantique, ils arrivent maintenant. L'engagement qu'on a pris, c'est de questionner leur installation et d'avoir un retour d'expérience sur la qualité de leur vie dans les logements, dans les quartiers, d'interroger justement ces critères de confort qui sont recherchés. Et évidemment, on le fait dans le cadre d'une comparaison entre les études qu'on a fait en amont et leur ressenti pour pouvoir corriger les prochaines décennies. Et donc oui, il y a de la concertation. On a travaillé pendant ces 3 semaines au mois de mars avec le quartier du Sacré-Cœur et l'ensemble des riverains du quartier d'Amédée, avec un projet qui a évolué pour tenir compte des demandes, quand bien même on est largement engagé. Vous savez que le processus de construction de la ville, il prend du temps. Et aujourd'hui, ce dont on hérite, effectivement, c'est un projet qui avait déjà anticipé en termes de qualité de ville et de qualité de vie,
un certain nombre d'arguments qui sont aujourd'hui, qui nous permettent de ne pas avoir à rougir en termes effectivement de qualité de construction, de performance énergétique des bâtiments. On a un certain nombre de labels qui sont mis en œuvre. On a effectivement mobilisé l'ensemble des outils pour être à la hauteur de ces enjeux et sans doute de l'avoir fait en avance de phase par rapport à cette capacité qu'on a aujourd'hui et cette réaction, cette prise en compte finalement des enjeux du changement climatique. Merci infiniment pour votre réponse et puis à vous pour votre question. Je suis obligée d'enchaîner. Je vous laisse repartir et vous restez avec nous, bien évidemment. Table ronde suivante. Des grands projets au temps des territoires. Une table ronde riche pour évoquer les grands projets au temps des territoires. Alors les projets urbains sont au cœur de la transformation métropolitaine. Aménager, on va en parler tous ensemble, c'est aussi retrouver nos liens avec la biodiversité, avec la nature, avec l'habitant, avec un mode de vie à échelle humaine. Pour en parler autour de cette table, plusieurs personnes, plusieurs experts complémentaires que je vais présenter. Donc sur ce plateau, mais aussi également à distance, architectes, paysagistes, décideurs politiques, en tout cas des acteurs du territoire ou d'un territoire qui vont nous donner leurs idées pour se donner un cap. En tout cas, c'est forcément celui de l'urgence pour décarboner et pour changer nos vies. Alors, à mes côtés, et je vous remercie tous pour votre présence, Jacqueline Osty, qui est paysagiste urbaniste et gérante d'Osty et Associés, et qui est donc à distance. Bonjour Jacqueline, vous nous entendez? Bonjour, je vous salue de tous. Super, merci d'être avec nous. Je vous présenterai un peu plus précisément quand je vous donnerai la parole tout à l'heure. Vous êtes où là aujourd'hui, dans quelle ville? Là, je suis à Paris, dans mon agence. Très bien. Ok. Mais vous restez donc avec nous, on va vous faire réagir très, très vite. J'ai également à mes côtés Charles, à ma droite, Charles-Emmanuel Kuhn, qui est le leader de Nood, qui fait de l'aménagement et de la promotion, mais plus précisément, qui mène des projets de réaménagement et qui va nous expliquer tout à l'heure en quoi ça consiste. Sylvain Grisot, qui est à ma gauche, urbaniste et fondateur de Dixit.net, qui est également l'auteur d'un manifeste pour un urbanisme circulaire. Marie-Claude Noël, qui est à votre gauche, Sylvain, et qui est conseillère métropolitaine déléguée PLU et foncier. Et enfin, Anne Freys, directrice générale de Urbain des Bois, avec qui on mènera un petit dialogue en pied de cette table ronde, mais on avait envie de vous avoir avec nous sur ce démarrage. Sylvain Grisot, je vais commencer avec vous. Ça nous a paru intéressant de commencer avec vous pour poser un petit peu le cadre, les éléments du débat avant de passer aux actions. Et de resserrer donc la focale sur des choses peut-être plus opérationnelles. Donc j'avais envie de vous poser cette question puisque vous êtes engagé pour un urbanisme circulaire. Selon vous, quel est le cadre en fait de cette table ronde? Qu'est-ce que vous poseriez comme élément structurant? Pourquoi est-ce qu'on est là maintenant? Pas comme il y a 3-4 ans, pas comme il y a 10 ans. Je pense qu'on a vécu des choses, évidemment, avec la pandémie. On a pris collectivement conscience de nos fragilités, alors en tant que citoyen, en tant qu'élu, en tant que politique, mais aussi en tant que professionnel. Et quand on est faiseur de ville, quand on est élu local, quand on est impliqué dans le quotidien de la fabrication et de la gestion de la ville, on est finalement au cœur des crises du siècle. On parle beaucoup en ce moment, même si c'est assez récent, de la crise des ressources. La fabrication de la ville est extrêmement consommatrice en ressources minérales, en ressources matérielles finalement. Ça veut dire qu'on est au cœur de ces responsabilités aussi dans des consommations de ressources qui sont des ressources immatérielles, c'est l'espace.
C'est l'étalement de la ville, c'est le développement des infrastructures qui sont vraiment au cœur de la deuxième des crises, dont on parle finalement très peu, pas assez, qui est la crise de la biodiversité. Et puis la troisième des crises, c'est évidemment la crise climatique qui est au cœur de notre rencontre ce matin, parce que faire la ville, c'est émettre du carbone, c'est une consommation notamment d'acier et de béton de façon massive, donc une émission directe de carbone. Gérer la ville, c'est aussi des émissions de carbone, mais la forme de la ville elle-même, elle induit notamment les mobilités carbonées. Ça veut dire que notre façon aujourd'hui de penser la ville, c'est la moitié de notre budget carbone. On est au cœur des responsabilités là-dessus, comme faiseur de ville, mais aussi comme citoyen. Mais la ville, c'est aussi la première des victimes. Elle est en première ligne du bouleversement climatique, parce qu'on a des coups de chaud sur la ville, parce qu'on a un risque inondation, un recul du trait de côte, etc. etc. Tous ces risques dont on parle beaucoup, dont on a l'impression que c'est finalement ce qu'on connaît qui va être de plus en plus grave. Et c'est pas du tout ça. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se mette dans la tête que le bouleversement climatique, il vient aussi bouleverser notre façon de penser les risques, et notamment les risques urbains. On a eu des grandes inondations en Allemagne l'été dernier. C'est dans des territoires qui n'avaient jamais connu le risque d'inondation. En fait, le bouleversement climatique, il vient aussi bouleverser la géographie des risques. C'est-à-dire qu'on a pris l'habitude, avec des crues de référence, de regarder le passé pour anticiper l'avenir. Et ça, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc on rentre, avec les 3 crises du siècle, aussi dans le siècle de l'incertitude. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. Ça veut dire qu'on a des enjeux qui sont pour nous extrêmement importants, qui sont immédiats, qui sont évidemment de décarboner, on va en parler aujourd'hui pour être au rendez-vous de 2050, mais aussi d'adapter, parce que le bouleversement climatique, il a lieu, il aura lieu, et nos villes doivent rester vivables. Et puis aussi apprendre à gérer différemment ces risques, finalement apprendre à vivre avec l'incertitude. On évoquera tout à l'heure, si vous voulez bien, les pistes et les priorités que vous imaginez. Je vais donner la parole à Jacqueline, et puis vous pourrez évidemment rebondir les uns et les autres sur ce qu'elle va évoquer avec nous. Donc Jacqueline Osty, qui est une paysagiste de renommée internationale, qui a reçu en 2020 le Grand Prix de l'urbanisme, après le Grand Prix du paysage en 2018 et 2005. Vous êtes avec nous parce que vous excellez dans la création de liens entre la nature et l'urbain. Et précisément, j'avais envie de vous interroger sur votre expérience des gros projets urbains, puisque vous êtes en ce moment même les mains dans le cambouis. L'expression n'est pas très bien choisie. On va en trouver une autre. En tout cas, vous êtes en plein dans des aménagements, et vous allez pouvoir nous faire un retour d'expérience qui nous permettra de découvrir vos grands principes de prise en compte de l'environnement, votre vision des espaces publics, de la nature en ville et de la mobilité, à travers des grands projets dans lesquels vous êtes investi aujourd'hui. Est-ce que vous voulez commencer peut-être par nous parler du projet de l'île de Nantes, manifeste pour une île durable? Peut-être avant de parler directement du projet, j'aimerais parler en fait en quoi le travail de la ville, enfin le nouvel urbanisme vu par les paysagistes, en quoi nous on apporte peut-être une vision différente pour sortir un peu des modèles urbains et architecturaux des dernières années d'une ville générique qui amène à une espèce de paysage un peu globalisé qui gomme l'identité des villes et donc un peu menace un peu le plaisir d'y vivre. Donc je pense, c'est juste une introduction, mais je pense que le paysage permet de s'ancrer dans un territoire, ce que n'offre plus tellement la ville générique, contemporaine. Donc effectivement, je pense peut-être un peu du passé, on va vers d'autres modèles. Riela Mazouji parlait d'une ville patiente, mais j'aimais bien Alexandre Chimetov qui parlait de la ville patiente. Parce que je pense que le paysage a une forme de lenteur qui contraste avec le rythme effréné d'une fabrication de la ville financiarisée, on va dire. Et le dessin du paysage, lui, porte en lui les germes un peu de changement. On est quelque chose, on parlait d'incertitude tout à l'heure. Effectivement, le fait de travailler par le paysage, ou de réfléchir comme un jardinier qui plante ses végétaux,
on est amené à une forme d'incertitude. On ne maîtrise pas 100% ce qu'on dessine. Après, il y a un relais. Et puis le temps de la ville, j'insisterai aussi sur le temps de la ville qui est très long. Et notamment, par exemple, si je reviens au projet de l'île de Nantes, nous sommes avec Claire Shorter, la troisième équipe qui est intervenant après deux autres équipes. Il y a eu d'abord Alexandre Chemetov qui a travaillé sur l'île de Nantes et qui a amené à créer cette, avec les politiques, avec une approche très culturelle aussi, mise en place au niveau de la ville de Nantes, une forme d'acupuncture urbaine, de réparer la ville, d'agglomérer des morceaux de ville, c'est-à-dire refaire la ville sur elle-même. Ensuite, il y a eu UAPS avec Annie Depoil qui ont travaillé plutôt sur des grands découpages avec des grands équipements pour amener de la centralité, créer de la centralité de l'île de Nantes au cœur de la ville. Et puis nous, on est arrivé justement, peut-être qu'il y a eu une création un peu de quartiers qui sont en train de se faire, une approche par un système de macro-lots. Et là, on est revenu sur la question qui nous était posée, c'était comment faire. Le programme, c'était 1 million de mètres carrés à construire sur 90 hectares, dont un grand hôpital qui faisait 450 000 mètres carrés et qui occupait 10 hectares de terrain. Donc, au fond, la question est sur un terrain qui était un peu sans trace historique, il y avait un mine. Donc il y a eu le déplacement du mine et donc on héritait de ce grand sol traversé par des infrastructures ferroviaires et comment on fait? Donc on est reparti on s'est inscrit dans l'histoire qui avait été mise en place par les deux précédentes équipes et on est reparti de la nature, on est parti de la géographie, c'est-à-dire qu'on s'est posé, on a réinterrogé ce paysage de Loire qui est si particulier avec ce dessin d'île, d'une eau fluctuante qui crée ces espèces d'archipels. On est reparti de là et on est parti d'un système, d'une figure paysagère qui avait été mise en place par l'UAPS mais qu'on a amplifié par un système de parc qui vient traverser avec l'idée de promenade qui traverse l'île de part en part. On a essayé de connecter tous les éléments, je dirais, de nature de la ville, que ce soit le bord de l'île avec ses berges, mais l'intérieur avec des chemins qui permettent d'aller d'une rive à l'autre. Et ce système de parc qui est au fond de dire on dessine d'abord la nature, un principe dans lequel vient s'imbriquer le bâti et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de partir souvent jusqu'après, enfin maintenant il y a un vrai changement dans les mentalités, mais on partait comme le vert, la nature venait après dans ce qui restait. Aujourd'hui, on commence à réfléchir à des villes ou à des quartiers où la nature peut dessiner, au fond, les futures formes urbaines, en relation bien sûr avec un programme, une densité attendue. Mais voilà, je pense qu'il y a un vrai changement, une espèce d'inversion du regard. Et en fait, dans le projet de l'île de Nantes, on a d'abord, on met des approches parallèlement et en commun avec Claire. Un, sur cette espèce de mise en place d'une infrastructure verte qui nous permet de préparer un socle fertile à la ville. C'est-à-dire, je dirais, c'est presque un travail invisible quand ça sera réalisé. C'est comment, déjà, dès le départ, on se pose la question de récupération des eaux, on parlait d'économie des ressources, donc comment on capte, je dirais, la goutte d'eau de la toiture jusqu'à son arrivée à la Loire. Donc pour ça, ça se fait pas après. Donc là, on a vraiment un travail très transversal qui est de poser une topographie qui permet déjà de suivre, d'amener cette goutte d'eau jusqu'au bord de la Loire. Et aussi, donc ce socle permet aussi bien sûr d'accueillir les parties bâties en pleine terre si possible. Donc il y a toute une approche aussi sur les mobilités, la manière aussi de préserver de la pleine terre, notamment dans les îlots, d'avoir un parking qui soit mutualisé pour un ensemble de bâtiments et non pas un bâtiment et un parking dessous. Donc il y a vraiment cette prise en compte très en amont des conditions, de créer des bonnes conditions environnementales pour aller vers effectivement des solutions plus effectives.
Et ensuite, on a travaillé toute une déclinaison. Il y a ce va-et-vient aussi entre les échelles du plus petit au plus grand, que ce soit au niveau du paysage, mais aussi au niveau du bâti. Et donc, on va bien, il y a des parcs qui viennent chercher l'horizon, tout le paysage de Loire. Et puis, on rentre dans ce système de parcs qui s'infiltre entre les quartiers, et puis qui s'infiltre dans les quartiers. Il y a des promenades, il y a des parcs, un parc, je dirais, métropolitain, des parcs de quartier, ensuite et on va travailler jusqu'aux fontaines, je viens aux loggias habités, etc. Donc il y a vraiment tout un enchaînement d'échelles pour mettre en place le monde vivant, que ce soit le monde végétal et le monde des hommes. Jacqueline aussi, bien sûr, on est en train de courir après le temps. Est-ce que je peux me permettre de revenir vers vous tout à l'heure pour évoquer vos derniers projets? Parce que j'ai peur qu'on n'arrive pas à faire le tour des différents intervenants, malgré... Je conclurai cette approche-là. C'est juste que tout ce travail, après, on travaille sur la question des mobilités aussi, traverse et croise ce travail sur la nature et doit se mener en parallèle et non pas séparément avec, je dirais, des objectifs des objectifs de fonctionnement, mais bien prendre en compte tous ces éléments transversaux qui fabriquent la ville. Merci, vous restez avec nous. Je vous présente Charles-Emmanuel Kuhn, qui est donc leader de Aménagement et Promotion France NOUD. C'est donc un aménageur qui est spécialiste de la régénération immobilière. Vous êtes donc impliqué dans une régénération immobilière que vous qualifiez à triple impact. Triple impact positif, planète, people et profit. Comment est-ce que vous définiriez votre mission? Bonjour. Oui, donc Noud, c'est une société de services immobiliers au service notamment de la régénération urbaine. Noud a 3 principaux métiers au titre de ces services immobiliers. D'abord, la gestion et l'exploitation de sites, la gestion patrimoniale, ce qu'on appelle l'asset management, et la partie aménagement et promotion, donc régénération et transformation. En fait, Noud est issu de la croisée de 2 défis qui s'offrent à nous, ou s'imposent, comme disait tout à l'heure Sylvain, à nous. C'est accompagner la transformation du business model des clients de nos clients. En fait, notre principal client aujourd'hui s'appelle Citrus. C'est une foncière commerciale qui a plus de 60 sites en France, qui a plus de 2000 clients. Donc les clients de Citrus sont les commerçants. Et donc la transformation de leur business model sur le commerce physique est évidemment indispensable par les temps qui courent. Le deuxième défi, c'est la transformation de la ville. Les sites de Citrus qui étaient périurbains sont en majorité rattrapés par la ville et deviennent des sites urbains. Et donc on se doit d'accompagner la transformation de la ville. Donc c'est comme ça que... Pardon. Non, c'est moi. C'est comme ça que notre raison d'être, elle est d'être un acteur utile au service de l'animation, de la co-création, de la transformation, de la régénération de sites existants en lieu à, justement, comme vous le disiez, à impact positif pour en faire des lieux en mieux. Donc par l'impact positif, on entend ce triple P dont vous parliez, le people, le social, le planète, l'environnemental et le profit. Alors, pour que ça soit bien clair pour tout le monde, parce que j'ai adoré qu'on m'avait raconté cet exemple, donc partageons-le parce que c'est enthousiasmant. Vous avez un projet en cours qui est, pour ceux qui connaissent Bordeaux, à Émile-Counor, pas très loin d'ici, sur un projet de réhabilitation. Je vais vous laisser en parler, vous en parlez bien mieux que moi, qui est complètement dans l'alignement de votre raison d'être, une requalification des parkings et des destinations immobilières monofonctionnelles en multiproduits et quartiers de ville. Racontez-nous. Oui, exactement. Donc c'est pour ça qu'on est aussi heureux d'intervenir aujourd'hui à Bordeaux, puisque c'est notre premier site de transformation en France d'un actif. Votre petit labo ? C'est en quelque sorte. En quelque sorte. C'est aujourd'hui donc un site qui est situé entre les Chartrons et Ravzy à Bordeaux, donc vraiment très urbain, sur un terrain qui fait 1 hectare, donc en plein centre-ville, 1 hectare, occupé par à peu près 2500 mètres carrés de surface commerciale, Auchan, une pharmacie, et 250 places de parking en nappe. J'imagine que vous voyez tous ce que ça veut dire. Donc 10 000 mètres carrés de terrain artificialisé à plus de 90%. Et on espère en septembre-octobre démarrer les travaux de la transformation de site. Le permis de construire est obtenu.
pour un projet dont la conception a démarré il y a plus de 3 ans avec les architectes A6A. Et donc ce site, on le transforme sur une opération mixte. On repositionne le Auchan sur la même surface, mais intégré avec un immeuble de bureaux au-dessus du Auchan. Donc on a 6000 m² de bureaux et on recrée à peu près 200 places de parking, mais en infrastructure. Ça, c'est une phase 1 qui va venir monopoliser le parking existant. Et la phase 2, quand on pourra démolir le Auchan qui doit rester en exploitation tout du long des travaux, on va réaliser un peu plus de 85 logements avec un parcours résidentiel de l'accession sociale à la propriété, du logement libre. Voilà. Donc on est en plein dans la mixité que vous évoquiez. Ce projet, on en est très fiers aussi parce que fort de nos valeurs, on a démarré la conception il y a un peu plus de 3 ans. Et depuis 2 ans, il y a ce fameux label bâtiment frugal bordelais qui est arrivé sur la ville de Bordeaux. Et bien qu'ayant démarré la conception avant la mise en place de ce label, on était en quasiment tout point éligible au label. Et donc on vise cette labellisation sur le projet. En parlant de label, précisément, on n'est pas très loin. Vous avez contribué à l'élaboration d'un référentiel inédit, les référentiels MUKI, qui permet d'évaluer la qualité urbaine des projets immobiliers mixtes. Oui, absolument. Ça, c'est un label qu'on a co-créé avec la société RQR, qui nous semblait... Il y a beaucoup de... Alors, plus qu'un label, c'est un référentiel, c'est une notation. Il nous semblait que il y a beaucoup de labels qui permettent de qualifier la qualité d'un actif immobilier, mais à l'échelle d'un quartier, on a voulu pouvoir noter des périmètres. On peut choisir le périmètre qu'on veut, au service encore une fois, de ces 3 P, donc de ces qualités environnementales, de ces qualités sociales et de ces qualités économiques au sens emploi, etc. Et donc ce label, il va des notes E à A, avec triple E jusqu'à triple A, enfin de E pardon jusqu'à triple A. Et il permet surtout de mesurer le progrès, puisqu'on parle de transformation et de régénération. On l'a testé en France sur un de nos sites, qui est la régénération de l'ancien site industriel des Trois Suisses, sur lequel tout le projet urbain qu'on a mené depuis 2016 à Villeneuve-d'Ascq nous a permis de passer d'un triple C à A dans cette notation. Donc ce label, on ne l'a pas fait que nous, on a plus de 500 acteurs qui ont contribué à des questionnaires de plus d'une centaine de questions et qui ont permis de faire mouliner et de faire naître ce label, qui sera certainement encore perfectible dans le temps, mais on est convaincu que c'est un bon critère pour évaluer la photo actuelle et la photo projetée de la qualité des sites. Avant de donner la parole à Marie-Claude Noël, qui est conseillère métropolitaine déléguée PLU et foncier, on va parler du PLU, c'est des sujets qui vous intéressent tous. Je vous annonce, pour que vous puissiez vous préparer mentalement, que je vous demanderai à chacun de terminer cette table ronde avant qu'on ne puisse échanger toutes les deux sur un blocage ou un levier. Et notamment vous, Sylvain, qui avez des pistes intéressantes à nous proposer. Donc Marie-Claude Noël, je pense que tout ce qui vient d'être dit doit évoquer des choses chez vous. Vous aviez comme proposition pour votre propos d'aujourd'hui de nous parler essentiellement de 2 projets qui vous tiennent à cœur. La première, c'est l'étape de modification du PLU que je viens d'évoquer, avec vos priorités dans cette modification et le renforcement du réglementaire au profit de l'écologie, le sujet du jour, et le bâtiment frugal ainsi que sa mise en œuvre à Bordeaux. Oui, merci. On m'entend là, oui ? On vous entend très bien. Parfait. Oui, après tous ces propos qui viennent d'être tenus, mon intervention va être modeste, mais je voulais faire part ici que, au-delà de toutes ces opérations qui sont conduites, il y a la nécessité qu'il y ait une ambition forte et une forte volonté politique, parce qu'on vient de mesurer la complexité des sujets. Et donc, la métropole, je voulais quand même le souligner, est particulièrement engagée en faveur de la transition énergétique et écologique, et c'est vraiment notre moteur.
Et beaucoup de dossiers sont à l'ordre du jour en ce moment. Alors sur le PLU précisément, alors je vous rappelle, hein, c'est un PLU qu'on appelle 3 en 1, hein, avec un volet habitat, un volet déplacement. Donc autant dire que ça brosse une large problématique. Nous avons souhaité, dès notre arrivée, procéder à un premier travail de modification avant d'attaquer une révision plus longue et plus complexe. D'ailleurs, voilà, c'est un des éléments de frein, c'est la longueur, la complexité, la lourdeur de ce type de dossier de procédure. Mais voilà, donc nous avons... Alors, on ne part pas de... Bien sûr, on a déjà un document. Qui a fait des efforts considérables pour équilibrer le développement urbain et la protection des espaces naturels. Il y a eu des réflexions fortes qui ont été engagées par le passé avec sur l'habitat en particulier. Je pense que pas mal de personnes ici en ont entendu parler, mais le programme 50 000 logements où on avait réfléchi à une organisation de l'habitat le long des transports en commun avec une maîtrise publique de cette construction et la mise en place d'une SPL qui maintenant s'appelle la FAB. Et puis une très grosse réflexion assez ambitieuse qui s'était appelée 55 000 hectares pour la nature et où des équipes internationales avaient travaillé avec un dialogue compétitif et une réflexion extrêmement riche puisque l'idée c'était de comprendre la valeur, analyser, examiner, travailler sur la valeur intrinsèque de ces espaces naturels, hein, qu'ils soient naturels ou agricoles d'ailleurs. Justement, quelle était la valeur intrinsèque de ces espaces? On parlait de géographie tout à l'heure, on était en plein dedans. Quelle était la vocation, l'usage de ces espaces au moment où on travaillait et quelle pouvait être une vocation affirmée, structurée, organisée et aussi une mise en valeur et une protection de l'ensemble de ces espaces. Donc ça a été repris dans le travail sur le plan local d'urbanisme, bien évidemment. Et dans le cadre de la modification, les objectifs vraiment qui ont été les nôtres ont surtout été dans un premier temps justement ceux de la transition énergétique, alors avec un renforcement des outils réglementaires dans tous les champs qui concernent la préservation des espaces naturels, la biodiversité, puisqu'on a utiliser de nouveaux éléments de connaissance que les services ont développés. Et donc, on a renforcé les protections de la trame verte et bleue, l'ensemble des espaces végétalisés, les espaces de risque. Hein, on a parlé du risque inondation tout à l'heure. Il y a également toute la question des zones humides, hein, pour précisément éviter à terme le développement des inondations. Au-delà de ce qui est biodiversité, on a aussi travaillé sur la nature ordinaire en ville, hein, les espaces de nature. Hein, donc, c'est tous les îlots libres de construction en ville, pour constituer le plus possible des îlots de fraîcheur urbains. C'est la question des espaces de pleine terre, c'est la question des coefficients de végétalisation. Donc ça, c'est des choses qu'on a essayé de pousser le plus possible à l'échelle de ce document. Il a été question tout à l'heure de l'eau, donc effectivement la gestion de l'eau sur toutes ses formes, c'est également un aspect important de notre travail, et pas seulement au travers de la protection de la trame bleue. Et puis, bien entendu, tout ce qui est lié aux énergies. Donc, on a essayé d'améliorer le réglementaire sur la question des éléments énergétiques, puisque, par exemple, on sait qu'il y a des problèmes avec la pose des panneaux photovoltaïques sur toit. Hein, on est dans une ville extrêmement patrimoniale, donc voilà. Donc on a essayé d'assouplir... Il y a Sylvain Grisot qui prend plein de notes sur tout ce que vous dites. Je pense qu'il a plein de choses à dire. les règles à ce propos. Et puis, mais sans oublier non plus le deuxième objectif qui était le nôtre, qui était celui quand même de répondre aux besoins en logement, qui est très important sur la métropole, et en particulier en logement social. Et donc là, on a essayé d'harmoniser protection et construction, et
Je voulais juste dire par rapport, pour finir sur ce PLU, qu'il nous a semblé très important aussi de conduire ce travail en relation avec les habitants. Donc on a développé la concertation parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'un document d'urbanisme. C'est très complexe. Donc expliquer ce que c'est et puis concerter, voir les attentes de la population et essayer d'y répondre. J'ai absolument horreur de vous presser, soyez-en certains et certaines. Malheureusement, le temps file. Sylvain, on avait prévu d'aborder on va le faire, les pistes que vous appelez, en tout cas les pistes de réflexion que vous avez, mais je crois aussi que vous souhaitez rebondir sur ce qui a été dit. Non, mais je pense qu'on les a eus. On les a eus tout à l'heure avec Euratlantique. Il y a eu un débat posé, d'ailleurs, qui est intéressant. Et on le voit bien, on a des croisements qui sont importants entre la nécessité d'accueillir, d'accueillir les humains, mais aussi les non-humains, la résilience, la construction. Et ça passe par des projets qui sont des projets du complexe. Et finalement, ça fait un demi-siècle qu'on s'est concentré sur des territoires dessinés par la voiture. On a finalement délégué à nos infrastructures routières le soin de penser l'avenir de nos territoires. Et aujourd'hui, on hérite de ça, c'est-à-dire d'une fabrique de la ville qui s'est concentrée sur des gros objets, qui a massifié avec une ville standardisée, comme le disait Jacqueline Hosty tout à l'heure, qui a massifié la production de quelques objets bien connus, que ce soit le pavillon de périphérie ou le collectif défiscalisé du centre de la métropole. C'est la ville facile. C'est la ville facile qui fait qu'aujourd'hui, on est au bout et finalement face au mur. Il va falloir qu'on affronte la ville compliquée. Moi, c'est ce que j'ai appelé l'urbanisme circulaire dans mon manifeste. C'est juste une inversion de priorité. C'est juste, avant de faire du neuf, avant d'aller s'étaler dans la périphérie, on se pose la question d'abord de la nécessité de construire. Ça a été posé tout à l'heure par les intervenants. Est-ce qu'on a besoin de construire? Pas forcément toujours. Peut-être qu'on peut intensifier les usages de l'existant, mieux utiliser nos bâtiments. Est-ce qu'on a besoin ensuite de déconstruire? On a ce réflexe de dire, bon, on rase tout, on recommence. Quand on rase tout, on perd l'autre patrimoine, qui est le patrimoine non référencé, qui est tous les matériaux, tout le carbone finalement, toutes les émissions carbone qu'on a investies dans les bâtiments autour de nous. Ça a été rappelé, 80% de la ville de 2050 est déjà construite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qui tient debout, tout ce qui peut avoir une seconde vie, doit être réhabilité. Ça doit être par défaut notre objectif collectif, c'est, une fois de plus, la ville compliquée, la ville complexe, et c'est pas facile à faire. Et puis, on a d'autres boucles à l'urbanisme circulaire qui correspondent au travail qu'a entrepris Noud ici, mais que fait Euratlantique à une autre échelle. Mais c'est finalement ces boucles de densification, ces boucles aussi de recyclage foncier. On prend des sols urbains et on leur redonne une fonction urbaine. Et puis, le cinquième élément, vous en parliez très bien, et c'est un enjeu aujourd'hui pour la métropole, c'est la renaturation, au sens de prendre des sols urbains, des sols urbanisés, leur redonner une fonction, planter des arbres, ça a été dit tout à l'heure, pas que pour les arbres, même si les arbres c'est important, mais leur capacité aussi à rendre la ville simplement habitable dans le climat de 2050, minimiser les risques, et puis aussi faire une ville aimable dans laquelle on a tout simplement envie d'habiter. Et votre souhait aussi, c'est l'essaimage. Faire en sorte que des opérations, comme par exemple celle de Noud, ne soient plus une exception, mais que ce soit normal. Alors, ils sont polis, que ce soit pour Euratlantique ou pour Noud, ils nous parlent de, justement, ces objectifs, ces envies de faire bien. Ils nous disent pas toute la complexité qu'il y a derrière. Et quand on est opérateur, quand on fait la ville au quotidien, on sait que c'est très compliqué. Ben oui, si on sort de la ville facile, c'est bien qu'il faut affronter la ville complexe. Se pose donc la question fondamentale aujourd'hui, non pas d'inventer de nouvelles solutions. Moi, j'ai rien inventé dans mon bouquin. On a des pionniers de l'urbanisme circulaire partout. La question, c'est comment est-ce que ça fait modèle. Et on ne va pas industrialiser les solutions qui sont travaillées dans ces prototypes. Mais par contre, il faut qu'on massifie. Comment est-ce qu'on vient essaimer ce qui fonctionne au même titre que paysagiste, par la plantation, essaye, et souvent échoue, mais essaye et trouve aussi à un moment des essences qui sont adaptées à un sol, qui sont adaptées à un lieu, qui sont adaptées à un climat. Quand ça marche, comment est-ce qu'on documente, comment est-ce qu'on multiplie? Nous, c'est le travail qu'on s'est fixé à Dixit.net. Très vite, donc pour terminer, je vous redonne la parole aux uns et aux autres. La difficulté, la complexité, si vous pouviez évoquer un frein, un blocage, quelque chose qui vous rendrait la vie plus simple et qui permettrait d'œuvrer davantage pour la décarbonation, ça serait quoi? Peut-être probablement
en rebond sur la question du PLU? Oui, Sylvain l'a très bien dit. On doit créer le climat de confiance réel et sincère avec les collectivités. L'aménagement du territoire, ce n'est plus une prérogative exclusivement des collectivités. Les acteurs publics dont nous sommes un représentant sont capables de fédérer beaucoup de parties prenantes, que ce soit encore une fois les propriétaires, les commerçants, les clients des commerçants, etc. Donc tous ceux qui font la ville, on a beaucoup de choses à faire valoir parce qu'on sait les écouter, on les connaît et donc on a une vision de cet aménagement du territoire et donc d'être vraiment dans un climat de confiance. Encore une fois, on l'a fait à Lille, à la mairie. Le compliment le plus élogieux qu'on ait eu du maire à l'inauguration, c'était de dire qu'on a fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et voilà. Et donc ça, c'est super. Et ce climat de confiance, il n'existe pas. Les opérateurs, promoteurs, aménageurs peuvent être parfois pris en défiance. Et j'accuse personne là-dedans. Mais il faut qu'on crée un vrai climat de confiance entre opérateurs publics, opérateurs privés et collectivités. Merci. Jacqueline Hosty. Votre micro est coupé. Pardon. Ça y est, c'est bon, on vous entend, on vous entend. La question de la nature, effectivement, pour rendre la ville aimable, on veut plus de nature en ville. Ceci dit, on est obligé, quand vous parlez de blocage, même si on est dans une phase où on va passer de la ville facile à la ville plus complexe, c'est bien là où il y a un changement des habitudes et des modes de voir autrement. Et je pense que pour l'instant, sur les mobilités, il y a encore un énorme travail à faire qui est déjà bien en route avec le fait déjà de changer le regard, sur mettre peut-être les piétons d'abord et la voiture en dernier. Ceci dit, c'est un vrai blocage. Je vois et pour mettre de la nature en ville, il faut de l'espace. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'opérations où on fait un espace vert, mais qui est qui est minime par rapport à un programme bâti très important. Et je pense que cet équilibre de garder du vide et de le qualifier, c'est pas un vide pour lui-même, mais c'est vrai parce qu'il accueille toutes les mobilités, les continuités piétonnes. Enfin, c'est vraiment des lieux d'échange, d'articulation entre les quartiers. Il faut donner de la place au vide et pas le faire après. Et aujourd'hui, les infrastructures prennent énormément de place et c'est un vrai combat pour pouvoir changer, améliorer, diminuer, tout en changeant. Effectivement, on influe sur les modes de fonctionnement et c'est pas simple. Une ville qui, comme Paris ou d'autres villes qui mettent une politique sur les pistes, sur les vélos très très importante, néanmoins, toute la périphérie a du mal à venir en ville. Il y a vraiment des conflits de toute façon à régler. Ils ne sont pas simples et pour moi, pour l'instant, sur le travail que je mène dans les villes, je vois cette complexité, ça change, mais on n'est pas au bout de nos peines. Merci Jacqueline Hosty. Marie-Claude Noël, très rapidement, oui, le mot de la fin. Très rapidement, oui, effectivement, le frein, c'est peut-être précisément la complexité, la longueur de tous ces travaux et leurs articulations. Mais bon, le règlement, on en a besoin aussi, même si je dis toujours que c'est pas un bon règlement qui fait une bonne architecture. Donc voilà, il y a d'autres éléments qui devront entrer en jeu. Le levier, j'ai envie de dire qu'un des premiers leviers, c'est la volonté politique, parce que on est condamné à réussir, on a l'ambition de réussir et on travaille vraiment à ça. Et puis, je voulais souligner aussi, il y a également l'impérieuse nécessité, à mon avis, de travailler avec les territoires périphériques, ceux qui nous entourent, avec le périurbain et avec les villes moyennes qui sont autour de nous, qui n'ont pas les mêmes problématiques. Et justement, je pense qu'on résoudra un certain nombre de problèmes en travaillant en collaboration avec ces territoires qu'on a souvent... vers lesquels on ne s'est à peu près jamais tourné. Il y a aussi l'agriculture et le besoin qu'on a d'utiliser, de travailler avec ces territoires pour produire, puisqu'on n'est pas du tout autosuffisant, c'est le moins qu'on en puisse dire, en matière d'alimentation. Et puis, pour rebondir juste sur ce que vous disiez, pour les outils, on va être obligé d'aller dans le sens de ce que vous indiquez, parce qu'on travaille actuellement sur le zéro artificialisation nette, et ça ouvre des champs extrêmement vastes pour réussir et pour arriver à articuler tout ça, parce qu'effectivement, c'est pas simple de reconstruire la ville sur elle-même.
Merci à tous les quatre. Vous restez avec moi si vous le voulez bien. Je vous amène à la rencontre d'Anne Fraisse, qui est directrice générale d'Urbain des Bois, le groupe ICAD, et qui va parler avec nous de la feuille de route nationale de décarbonation de la filière aménagement-promotion qu'elle préside. Je vais la présenter un peu plus avant. Donc, c'est la nouvelle filiale donc, du groupe ICAD qui a été créée en avril 2021. Et qui est donc dédiée aux projets urbains et immobiliers bas carbone. Juste avant, elle était directrice adjointe de la société publique locale d'aménagement Europalia. Elle a piloté des opérations économiques d'envergure dans le secteur aéronautique de Toulouse et porté la préfiguration du quartier-gare de Toulouse-Matabio. Elle a également exercé les fonctions de directrice générale des services de l'intercommunalité de Blagnac-Constellation et occupé divers postes de direction dans des collectivités locales. Alors parlez-nous, Anne Fraisse, si vous voulez bien, de cette feuille de route que j'ai évoquée. En quoi en fait consiste cette mission pour laquelle vous avez été nommée par les ministres de la Transition écologique et du logement en avril dernier? Alors, effectivement, la problématique qui vient d'être évoquée dans la table ronde autour de la décarbonation des villes, elle se pose évidemment en France, à Bordeaux, mais ailleurs, et elle se pose en Europe, plus généralement, et dans le monde. Alors, cette feuille de route au niveau national, elle est issue en fait du programme européen qui s'appelle Fit for 55, c'est-à-dire de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. Et aujourd'hui, donc, la France n'est pas alignée complètement sur cette stratégie. Elle est à moins 40%. Alors, on peut discuter des pourcentages, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il faut effectivement intensifier cette réduction des gaz à effet de serre. Donc finalement, dans le cadre de la loi, donc l'été dernier, enfin en 2021, la loi climat et résilience, donc qui notamment a pris acte du ZAN, hein, voilà, du zéro artificialisation nette, donc a aussi dans son article 301 prévu d'engager 14 feuilles de route sur les filières économiques. Alors ces feuilles de route, donc, qui toutes visent à décarboner donc effectivement l'économie. Vous en avez sur les transports, par exemple sur le transport aérien, le transport maritime, les transports lourds. Vous en avez sur l'agriculture, sur les céréales, l'élevage. Donc, parce que c'est aussi émetteur de gaz à effet de serre, c'est pas forcément intuitif, mais ça l'est. Sur, par exemple, la production d'énergie, vous en avez aussi sur la question de la chimie. Enfin, et dans le domaine donc qui est celui qu'on évoque aujourd'hui autour de l'immobilier, l'aménagement, 2 feuilles de route ont été identifiées. Une première sur le cycle de vie du bâtiment, donc effectivement comment on construit avec des matériaux biosourcés et comment on déconstruit le cas échéant et comment on récupère ce qui vient d'être dit aussi. Et une autre feuille de route donc, que je préside autour de la décarbonation de l'amont, c'est-à-dire c'est une filière socle de tout ce qui est aménagement, planification, et vous venez de le dire, avec le PLU par exemple, et de l'aménagement concret des quartiers. Comment on fait pour effectivement montrer décarboner les quartiers quand on fait des aménagements publics, et également donc cette feuille de route, elle s'intéresse à tous les acteurs et elle descend jusqu'à la promotion à l'échelle de l'îlot que l'on met en œuvre. Voilà, donc l'objet de toutes ces feuilles de route, c'est finalement d'identifier des leviers de décarbonation. Donc c'est concret, c'est pas que conceptuel, quoi. Hein, c'est d'identifier des leviers de décarbonation et de mesurer leurs impacts. Donc en poids carbone, en se disant aussi qu'il faut qu'on mette le paquet, j'ai envie de dire, sur ce qui est le plus efficace et le plus rapide pour atteindre cette trajectoire, qui est une trajectoire qui nous concerne tous. Alors, quels ont été les premiers travaux concrets qui ont été engagés et où est-ce que vous en êtes? Puis après, vous n'échapperez pas à la même question que vos camarades sur les freins et les leviers, les difficultés que vous avez rencontrées. Et malheureusement, vous aussi, je suis obligée de vous presser parce qu'on a pris du retard. Je vais me faire tirer les oreilles par mon camarade Pierre Cheminade qui enchaîne juste après moi sur un dialogue.
Alors, la première chose qu'on a faite, là pour le coup c'est peut-être un peu conceptuel, mais c'est effectivement de définir un périmètre pour cette feuille de route. Parce que de quoi on parle en fait? Est-ce qu'on parle de l'aménagement au niveau national? Est-ce qu'on parle de l'aménagement uniquement au niveau de l'îlot? Enfin, donc on a arrêté finalement, on a décidé de parler du bassin de vie. Donc ça renvoie assez fortement aux intercommunalités. Voilà, et on le voit ici, ça a été évoqué ce matin. Concrètement, l'intercommunalité, c'est le bon échelon, je dirais, pour traiter de la question des mobilités, de la question de la construction, de la question de la planification aussi. Voilà, donc c'est ça qui nous intéresse. D'abord, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres sujets en termes de décarbonation, mais typiquement sur l'aérien, bon, il y a une feuille de route pour l'aérien. On n'est pas tout à fait sur les mêmes sujets. Là, on parle de la décarbonation du quotidien de la vie. Donc là-dessus, on a aussi engagé des auditions, des contributions. Et je ne fais pas un appel au peuple, mais je crois que typiquement, n'hésitez pas si effectivement vous avez des choses qui sont des expériences, des choses qui sont intéressantes que vous pourriez faire remonter. Parce que l'idée, c'est d'être ancré dans le territoire. Moi, je crois très fortement qu'aujourd'hui, il y a des expériences, il y a des leviers qu'on identifie, qu'on est en capacité de massifier pour les autres territoires ou d'adapter à des territoires parce qu'ils sont particuliers. Il y a des territoires où on a des friches, là ça a été dit ce matin avec Euratlantique, il y a un certain nombre de secteurs à Bordeaux où on avait des friches. Il y a des villes qui en ont peu ou moins. On a à Bordeaux aussi, comme dans beaucoup d'autres métropoles, donc un étalement urbain qui est fort. Donc, comment on vient s'intéresser à l'existant? Parce que c'est quand même ça le sujet. Hein. C'est un des gros sujets, c'est celui-là. C'est la production, je dirais, de la ville nouvelle. Elle est faible en réalité en termes voilà. Aujourd'hui, c'est comment on gère l'existant, le sujet de la décarbonation. Hein. Voilà. Donc finalement, c'est de travailler sur ces contributions et de travailler donc à partir là de la rentrée de septembre, on va travailler avec des thématiques. Donc, puisque dans cette feuille de route, on associe de près ou de loin tous les acteurs de la filière. Voilà, donc c'est vraiment d'agir sur tous les leviers. Je vous remercie tous les 5 pour votre contribution et pour ces éclairages passionnants. Et je vais laisser la parole à Pierre Cheminade.